toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de prendre la route du Chili où nous retrouvons Frédéric Pi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors on vous reçoit ce soir pour deux récits de voyage, je vais les montrer, les voilà, ils sont là, libres et vivants, qui sont parus aux éditions Nautilus ou Nautilus Éditions, je ne sais pas dans quel sens, mais qui va nous éclairer, c'est Christophe Agnus qui est là, qui est votre éditeur. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Et ce soir, Frédéric, c'est pas moi qui vais vous interroger, mais c'est deux confrères et une consoeur, c'est Christelle et Sylvain de la librairie L'Indépendante à Saint-Gaudens. Bonsoir Christelle, bonsoir Sylvain. Bonsoir Nathalie et bonsoir Christophe bonsoir et à toutes Frédéric. et tous. Il fallait au moins deux libraires, Frédéric, pour s'occuper de vous. Donc, on les a convoqués, ils sont là, ils sont super. Avant de leur donner la parole, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions, et à Christophe et à vous, par mon intermédiaire en écrivant les petits messages, et je me ferai un plaisir de venir vous les poser. Avant que vous discutiez avec nos amis libraires, moi, je vais présenter Christophe. Christophe, c'est votre éditeur, mais avant tout, il fait plein de choses. Christophe, il est journaliste, il est auteur, il est éditeur, il est entrepreneur, mais il est surtout votre éditeur. Moi, j'aimerais bien connaître la ligne, la charte éditoriale de Nautilus Éditions, si c'était possible. Ah oui, alors en fait, ça se résume. Nautilus, c'est le capitaine Nemo. Nemo, il avait, je dirais, 5 passions importantes et on en a pris les 3 premières, c'est-à-dire la mer, l'environnement et la découverte. Et puis, on n'a pas pris la misanthropie et la haine des Anglais. On a pensé que c'était une autre manœuvre, une autre pour d'autres éditeurs. Voilà. Et donc, c'est ça notre ligne, c'est la mer, l'environnement, la découverte. Et pour être franc, au départ, la découverte, on ne l'avait pas mis. On voulait mettre mer et environnement, et jusqu'à ce qu'on tombe sur Frédéric Pi. Voilà. Et c'est Fred qui nous a fait rajouter, parce qu'on voulait à tout prix le publier, et on a rajouté la découverte pour pouvoir publier Frédéric. Et donc, on sort peu de livres, on sort en moyenne 4 livres par an, et volontairement, parce qu'on veut avoir le temps On n'est pas nombreux, on est 2. Hein. C'est une toute petite maison d'édition, je dirais très familiale, puisqu'on fait ça avec mon épouse, on est 2. Et donc, on sort 4 livres par an sur ces thèmes-là. Et donc, puis, on a donc un catalogue. Aujourd'hui, on a 15 titres, parce qu'on est toute une maison d'édition et jeune. Et par exemple, l'année prochaine, on va même en sortir sans doute que 3. Voilà, enfin, cette année plutôt. Pour les mêmes raisons, c'est que d'abord, on veut être sûr de ce qu'on sort. Et puis, on veut pouvoir avoir le temps de bien les présenter, bien les proposer aux libraires, etc. Et puis, bien travailler avec les auteurs, parce qu'on sait très bien qu'un texte, il ne tombe pas comme ça, et il y a parfois des discussions à avoir avec l'auteur, notamment par exemple avec Frédéric, pour couper un peu, parce qu'il écrit beaucoup. Alors justement, comment vous êtes tombé sur Frédéric? Ou est-ce que c'est Frédéric qui est venu à vous? Je ne sais pas. Non, non, alors Frédéric, on se connaît depuis très très longtemps en fait. On se connaît depuis 25 ans, je dirais. Mais on se connaissait comme entrepreneurs tous les deux. Et on était tous les deux dans l'Internet dans les années 90. Mais c'était quelqu'un avec qui on se croisait, on se prenait un café tous les 2 ans, quoi. À chaque fois, on rigolait bien. On se connaissait comme ça. Donc, on ne se connaissait pas vraiment tout en se connaissant. C'était quelqu'un que je tutoyais, que je voyais, salut Frédéric. Et puis un jour, je le suivais sur les réseaux, et je découvre sur Facebook qu'il écrivait des petits textes sur Facebook parce qu'il était parti, il avait tout lâché. Enfin, c'est l'histoire du livre. Et j'ai commencé à lire ce qu'il écrivait. Puis un jour, je lui ai envoyé un message, il était au Mexique, et je lui ai dit, Fred, il faut que je te parle. Il m'a dit, ah, écoute, demain à midi, je serai dans un resto, j'aurai une bonne Wi-Fi, appelle-moi. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, Frédéric, c'est pas possible, il faut que tu fasses un livre. Voilà. Ce que tu écris, c'est trop bien. Tu peux pas juste faire des chroniques sur Facebook, il faut que tu fasses un livre. Et alors, il m'a dit, ah, ça fait plaisir parce que j'avais envie aussi, mais j'osais pas, etc. Et je lui ai dit, écoute, quand tu as assez de matière, bah, tu m'envoies de quoi, voilà, et puis on va travailler à partir de là. Et puis, le temps passe, on s'échangeait régulièrement. Et puis, au bout de peut-être 6 mois, il m'a dit, ah, c'est bon, j'ai assez. Il m'a envoyé du texte. Le problème, c'est qu'il y avait 980 pages. Voilà, ouais. Confirmé, Frédéric? Hein? Je Confirmé. confirme, et 980 pages écrites, comme je le disais tout à l'heure, sur mon iPhone. C'est ça Voilà. qui est Performance. Donc, du coup, on a travaillé. Et puis, je lui ai dit, écoute, on a réduit, on a enlevé des textes, on a sacrifié. Ça a été dur de dire, bah non, ça, on ne va pas le mettre, etc. Et puis, on est arrivé à un livre quand même qui fait 480 pages. Et là, on s'est dit, bon, on va moins effrayer, mais
franchement, ça vaut de la peine parce qu'on a du coup les textes qu'on a choisis, quoi. On a sacrifié quelques textes pour pouvoir donner la substantifique moelle de l'écriture de Fred. Et c'est comme ça que j'ai. Puis depuis, on a sorti un deuxième et puis on travaille on va sortir un troisième l'année prochaine. Parfait, parfait. Juste avant de leur laisser la parole, votre maison d'édition est membre de 1% Force de Planète France. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot, parce que ça c'est Bien important. sûr. Alors, d'autant qu'on est très fiers parce qu'on a été les premiers en France à l'être. 1% for the Planet, c'est un groupement d'associations voilà, dans le monde entier, mais notamment en France. En France, il y a 1300 entreprises qui qui consacrent au moins 1% de leur chiffre d'affaires à aider des associations de défense de l'environnement. Et on est regroupé donc ce mouvement. En plus, je suis administrateur du mouvement français. Et c'est vraiment quelque chose qui était au cœur dès la naissance de Nautilus. On a été membre tout de suite. En fait, Nautilus, avant, on faisait un magazine. Donc, c'est pour ça qu'on est né en 2005. Et on a été membre à la création. Et à l'époque, ça n'existait pas en France. On a été les premiers membres français de 1%. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, notre engagement sur tout ce qui est environnemental. Parfait. Christophe, je vous propose qu'on parte discrètement et qu'on laisse Frédéric, Sylvain et Christelle parler de ces merveilleux récits. À plus tard. À tout à l'heure, messieurs et mesdames. On se retrouve avec Frédéric. Et Frédéric, nous sommes très contents de cette rencontre. On sait que vous êtes loin de nous, mais voilà, cette proximité visuelle vraiment nous ravit. Alors ce soir, effectivement, avec vous, quand même, en tant qu'écrivain voyageur, eh bien, on va parler littérature et voyage, voyage et littérature. Et on va parler effectivement alors de ces deux livres. Le dernier, Vivant. Parce que c'est l'actualité qu'il est sorti effectivement à la fin de l'année, mais on fera aussi beaucoup de passerelles avec Libre, qui était votre premier ouvrage, qui est sorti en 2021, Écrire sur les chemins du monde, qui est effectivement la genèse et le premier voyage en Océanie et en Amérique du Sud. Et je pense que si ça vous va, ce soir, on fera des passerelles entre l'un et l'autre de vos livres qu'on a tous les deux beaucoup aimés et qu'on encourage, c'est un premier appel qu'on lance, qu'on encourage vraiment beaucoup de lectrices et lecteurs à découvrir et à lire, voilà, dans l'ordre, Libre et Vivant. Très bien, écoutez. Mais alors, rassurez-moi, on est entre nous, on peut tous dire. On peut tout à fait. tous dire complètement. Et donc, alors quand même, au préalable, Frédéric, parce que nous, voilà, on vient de vous lire, mais quand même, quelques mots sur qui êtes-vous, parce que peut-être que voilà, dans les personnes qui sont connectées, certains ou certaines peut-être ne vous connaissent pas. Et je pense que ça va être intéressant quand même de nous parler un petit peu de vous au préalable. Eh bien, merci. En tout cas, très heureux effectivement de cet échange que je veux libre et si possible très vivant d'ailleurs. Et donc, je suis Frédéric Py, j'ai 52 ans, 58 ans, pardon, 52 ans quand je suis parti autour du monde, donc on parlera de ça. Je suis le papa d'un formidable garçon de 23 ans qui est ma plus belle start-up et j'en ai créé d'autres par la suite puisque j'étais entrepreneur pendant 30 à 40 ans de ma vie, pionnier de l'Internet, de la vidéo à la demande, de pas mal de choses dans le digital et les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, donc depuis 2018, on en parlera si je répondrai à toutes vos questions. J'ai décidé de changer complètement de vie, de tourner la page. C'est plus qu'une tourner la page, c'est fermer 52 ans de vie intense et merveilleuse. J'ai adoré ma vie d'entrepreneur parisien avec des hauts et des bas, des succès et des échecs. Et j'ai décidé que la vie n'était pas résumable qu'à ça. On n'est pas que un chef d'entreprise. Et donc, j'ai fermé ce bouquin. Je l'ai mis sur une étagère de librairie, enfin de librairie, justement. Et j'ai décidé de recommencer ma vie à l'autre bout du monde, de faire le tour du monde sans date de fin, tant qu'un budget me le permettait, et d'aller découvrir le vaste monde. Et je rentrerai peut-être sur les raisons qui m'ont amené à ce changement pour le moins radical. Voilà, tout à fait. Alors justement, on y reviendra ce soir. Nous, il y a déjà alors on a beaucoup aimé vos livres. Il y a déjà un premier clin d'œil, nous, qui nous a troublés quand on a commencé à lire Libre, c'est que en fait, vous êtes parti et vous avez quitté Paris en mai 2018. Donc
voilà, pour un premier séjour en Océanie et donc Nouvelle-Calédonie. Bon, il se trouve que nous, on a vécu à Paris pendant 20 ans et que, alors on est beaucoup moins aventureux que vous, mais en fait, nous, on a changé de vie et de métier en mai 2018. Et c'est là qu'on a décidé de partir pour devenir libraire à Saint-Gaudens. Donc voilà, il y avait un premier petit clin d'œil que l'on a trouvé assez amusant. C'est une aventure aussi, c'est une aventure aussi. Voilà, tout à fait, c'est une aventure. Elle est différente, mais voilà, donc c'était le petit clin d'œil. Alors justement, vous en parlez dans le livre et c'est très intéressant, mais vous l'avez un petit peu évoqué. D'abord, notre première question, et peut-être pour que les gens comprennent, quelle est pour vous la genèse du projet? C'est-à-dire, parce que vous le dites hein, dans le livre, finalement, quand j'y réfléchis, jeune, j'étais déjà passionné de photos, de cartes, j'en avais dans ma chambre. Vous avez aussi un moment, une séquence où vous êtes assez troublé par une personne qui vous prévoit l'avenir pour votre vente d'entreprise, mais qui vous dit des choses en fait sur votre avenir qui vous bousculent un petit peu. Voilà. Première question peut-être pour que les gens comprennent. Comment vous avez pris cette décision? Parce que ce n'est pas anodin. Comme vous le dites, vous avez brûlé vos vaisseaux et vous êtes parti sur les routes. Alors effectivement, alors je vais revenir sur deux éléments pour moi qui sont des piliers majeurs de la décision, qui est une décision qui est effectivement radicale et assez originale, puisque je passe mon temps à rencontrer des gens. Il y a un chauffeur de taxi encore il y a 2 jours qui m'a offert un taxi en me disant « mais non, mais incroyable ton histoire, hein. Enfin vraiment, waouh, bravo, bravo ». Il y en avait pour 5 €, mais il m'a offert 5 € de course par admiration ou encouragement, on va dire. Et en voyageant, au fur et à mesure, ça va faire bientôt plus de 5 ans, enfin plus de 4 ans, donc 5 ans et demi que je suis parti sur les routes du monde. Je découvre encore des nouvelles bulles de raison qui surgissent parfois de ma jeunesse. Voilà. Donc c'est un long processus, c'est pas un événement. Vous savez, souvent, vous croisez des gens qui vous disent faut en profiter, on n'a qu'une vie. Souvent, quand vous grattez un petit peu, ce sont des gens qui vous donnent des conseils, mais qui les appliquent mal ou pas du tout à leur propre vie. Et moi, j'aime bien cette phrase de Confucius qui dit on a 2 vies. C'est beaucoup plus intelligent. En plus, il a un recul, Confucius, on peut quand même lui admettre ça. Donc, il disait on a 2 vies. La deuxième commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une seule. Et j'aime bien cette idée parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Et chez beaucoup de gens qui changent de vie, il y a un moment donné, un tournant majeur et souvent malheureux, soit une crise cardiaque, soit un cancer, soit la perte d'un être cher, soit voilà, enfin, quelque chose qui fait qu'ils ont perdu une faillite d'entreprise. Enfin, moi, je n'ai pas attendu ça. Et il s'est passé 2 choses dans le processus. C'était 6 à 7 mois, voire 10 mois avant que je sache que j'allais vendre ma société, que je portais à bout de bras après 9 ans de travail. Et c'est 9 ans pour moi, je suis créateur de start-up et souvent je développais très rapidement des entreprises, je les vendais à des grands groupes qui me permettaient moi ensuite de prendre de longues vacances. J'adore travailler, mais enfin, si je peux éviter, c'est quand même aussi intéressant de profiter de son temps et de sa vie en estimant que le travail n'est pas que la vie. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'un jour, je rentrais après une journée d'entrepreneur, c'est-à-dire globalement une journée de merde, excusez-moi de l'expression. On a 60 problèmes à régler. On en a réglé 30, c'est une excellente journée, mais il en reste 30 pour le lendemain matin. Et donc, j'étais célibataire, j'ai vécu dans un très bel appartement à Paris qui me coûtait très cher parce que j'ai toujours été un peu gitan, donc j'étais en location. Et donc, je m'assieds à 21 h après cette journée éprouvante. Je suis fumeur de cigares, donc je m'allume un bon Havane. Je me sers un whisky pour me détendre un peu. Et puis, il y a une question que l'univers m'envoie comme ça, qui est totalement saugrenue. Et je me dis, s'il y a un incendie là dans mon appartement de 100 mètres carrés, j'ai 3 minutes pour m'échapper, pour me sauver. Qu'est-ce que je prends? Et croyez-moi bien, j'ai fait tout le tour de mon appartement pendant 20 minutes. J'ai ouvert tous les meubles, j'ai regardé tous les objets, j'ai regardé ma collection de photos, les peintures au mur que je ne voyais plus depuis des années, puisque globalement, voilà. Et je me suis aperçu que la réponse, c'était rien, en fait. J'emmenais rien. Et je me suis dit, mais pourquoi je paye des milliers d'euros, un appartement qui me coûte très cher. Peut-être que dans 4 à 5 ans, je vais déménager dans un lieu encore plus grand pour acheter des meubles encore plus nombreux, pour mettre des choses dont j'ai absolument rien à foutre. C'est à peu près le résumé de la chose. Et je me suis dit, mais c'est complètement absurde. Enfin, donc, je n'avais jamais entendu parler du minimalisme, mais alors j'y suis venu contraint et forcé en me disant, mais ça n'a pas de sens. Enfin, voilà, et tout ça. Et, bon, enfin, bref. Et donc, il y a eu une deuxième révélation qui a été majeure pour moi, c'est que
je suis amoureux de poésie, je lis beaucoup de poésie et je lisais à l'époque, c'était 6 à 8 mois avant de partir, mais je ne savais même pas que j'allais faire un tour du monde. Je lisais l'autobiographie de Pablo Neruda qui porte un titre absolument extraordinaire, merveilleux titre pour une autobiographie qui dit « J'avoue que j'ai vécu ». Et donc, je lisais ce livre merveilleux. Et un matin, avec mon café, il était 6 heures du matin, je ne prends pas le livre, je le regarde sur la table de chevet et je ne vois que le titre. J'avoue que j'ai vécu. Et là, je me dis, mais c'est d'une simplicité comme titre pour raconter une vie. Mais qui peut dire ça? Il y a une portée philosophique extraordinaire. Ça veut dire quoi d'ailleurs, j'ai vécu? Et quelle est la définition, votre définition de j'ai vécu? Moi, c'est quoi la mienne, etc. Et je me suis dit, si en fait la mort là tape à la porte, me dit Frédéric, un dernier baiser, on fait la dernière ronde et puis on y va. Comme tout le monde, je lui dis ah non, mais reviens dans 3 mois parce que j'ai encore plein de trucs à faire, je rêve de faire des choses. Et là, j'ai pris conscience qu'effectivement, on n'a que 2 vies et la deuxième commence le jour où on comprend qu'il n'y en a qu'une seule. Et Confucius avait bien raison et j'ai décidé ce jour-là de dire je vais consacrer les 20 prochaines années de ma vie à vraiment vivre. Parce que ma vie aujourd'hui, c'est de gérer des dizaines de personnes, d'avoir des banquiers au téléphone, de lever de l'argent auprès d'investisseurs en leur racontant des monts et merveilles sur voilà, je suis le futur Bill Gates. Et ça, voilà, ça n'avait plus de sens pour moi. Donc ça, plus des meubles en trop et plein de choses matérielles qui ne m'intéressaient plus, c'est ce qui a concouru au fait que j'ai pris la décision de tout larguer, quoi, de tout vendre. Voilà. Et j'ai fait une fête chez moi un jour, j'ai invité 80 amis en disant tout est à vendre. Et si ce n'est pas parti à la fin de la soirée, bah, ce n'est pas grave, je vous le donne. Voilà. Et d'ailleurs, dans le livre, j'aime beaucoup vous citer une phrase que je ne connaissais pas d'Albert Londres qui dit il y a 2 types de personnes dans le monde, il y a ceux qui ont des meubles et ceux qui ont des valises. Ouais, Et ça, je trouve ça vous résume bien. Ouais. Ouais, oui, ouais. Alors, juste, une autre question, parce qu'effectivement, on partage ce qui a été dit par Frédéric Deguel ou Christophe. Effectivement, quand on lit vos 2 livres, nous, on les a lus avec beaucoup de bonheur et vous êtes un écrivain. Je veux dire, on a un bonheur de lecture. Vous avez une façon d'écrire, de transmettre des sentiments, des impressions qui est très forte. Et justement, ce qui est assez frappant quand on vous lit dans les 2 livres, c'est que ce voyage, c'est une expérience de vie et une expérience de découverte, mais en même temps une expérience d'écriture. Et ce qu'on ressent, et vous le dites d'ailleurs, c'est que vous scindez les deux. En fait, souvent vous dites, voilà, j'ai pendant 10 jours sillonné sur ma moto différentes contrées, j'ai vu des choses merveilleuses, j'ai pris des photos, et là maintenant, je vais me mettre en écriture dans un endroit plutôt isolé. Et on a l'impression, vous confirmez, que pour vous, c'est 2 démarches parallèles, enfin, qui se nourrissent, mais qui sont quand même parallèles pour vous dans le temps. Ouais, c'est surtout 2 énergies différentes qui sont peu conciliables. C'est qu'en fait, l'écrivain, voire le poète, parce que je vis ma vie avec une certaine poésie et j'adore la poésie, a nécessairement besoin de se poser et en fait de laisser survenir le monde à lui, d'observer, de regarder et de se dire, avant on aurait pu se dire il se passe rien, alors que là d'un seul coup on s'aperçoit qu'il y a 3 papillons, il y a plein de petites fourmis, voilà, et on rentre en émerveillement du génie de la nature. Alors que le voyageur, il est, alors là, je suis à Santiago du Chili pour faire réparer ma moto, mais depuis 2 jours, je n'ai que des emmerdements. Et donc là, on n'est pas dans la poésie, on n'est pas dans la littérature, on est dans le concret. Et là, on est un peu dans la vie de l'entrepreneur que j'étais, c'est-à-dire gérer des difficultés et être extrêmement actif, quoi. On se lève le matin, on ne sait pas où on va, on regarde la carte. Enfin voilà, c'est que des décisions, qui n'est pas du tout le métier et la tranquillité et le calme que requiert l'écrivain. Qu'on ressent bien. Ouais. Ouais, Et alors donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore le livre, enfin les 2 livres, en fait, il y a quand même une particularité, et ça, je pense que c'est un travail important qui a été fait avec Christophe Agnus en tant qu'éditeur, c'est que à chaque fin de vos courts chapitres, en fait, vous trouvez un QR code qui renvoie à votre blog, alimenté par des photos. Alors là, j'invite tout le monde, voilà, pour juste, déjà, avant même de lire, voilà, de flasher les QR codes, parce que vraiment, les photos sont magnifiques, sublimes. On a envie tout de suite de vous suivre, de prendre le sac à dos et de partir, parce que vraiment, elles sont très, très réussies. Et
Alors, l'autre petite particularité, petite pirouette quand même stylistique hein, que vous utilisez, pas sur chaque chapitre, mais quand même de manière récurrente hein, sur la forme. Donc, vous terminez justement souvent en fait par des références alors d'auteurs plutôt justement des poètes. Hein. Vous avez parlé de Pablo Neruda avec ce J'avoue que j'ai vécu. Alors, on pourra en reparler parce qu'effectivement, derrière cette phrase, je pense que chacun y met peut-être un sens différent, mais alors on trouve des citations de Christian Bobin, on reviendra dessus, de René Char, de Giono, Sioran, on a même La Fontaine, mais finalement, il y a très rarement des citations d'autres écrivains voyageurs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, vous avez d'illustres prédécesseurs, et Il donc doit y alors avoir, il doit y avoir Sylvain Tesson qui se cache quelque part, là. oui, 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 oui. tout à fait, Quand oui, oui. même, quand même, quand Quand même. même, oui, oui, quelques-unes, mais c'est vrai que on voit que la poésie, effectivement, a enfin, une Oui. part très, très importante. Et donc, voilà, on se demandait avec Sylvain, justement, quand même, pourquoi ce choix voilà, d'apporter comme ça, là, comme un petit nuage en fin de chapitre, ces phrases extraites pour la plupart voilà, de poésie. Euh, donc, pourquoi ce choix? Et pourquoi peut-être pas tant de références que cela à vos illustres prédécesseurs? Je rajouterai Nicolas Bouvier quand même. Je crois qu'il est, il est Oui, cité. Pour moi, l'usage du monde, c'est une Bible. C'est un choc le jour où je l'ai découvert. D'ailleurs, ça fera partie des recommandations que j'aurai peut-être sur les livres. Et en fait, c'est parce que moi, je vis beaucoup avec les citations et je trouve que une citation comme c'est un peu comme la poésie, ça condense, ça résume en peu de mots une vérité, ce que fait si bien ce que font les vers dans une poésie, ça crée une image assez forte et je lis beaucoup de choses et je note beaucoup de choses qui me plaisent, notamment de citations ou d'extraits de poèmes ou de poèmes et je trouvais sympa de voyager sans être seul et d'inviter des géants qui m'ont inspiré parce que pour moi, ce sont vraiment des géants, ce sont des gens que j'ai lus avec passion, qui m'ont certainement appris à écrire. Ils ne le savent pas, mais voilà, à force de lire du René Char et du Bobin, bah forcément, on change notre regard sur le monde. Et une fois qu'on a changé notre regard, on change aussi notre manière de voir, de dire les choses et de les exprimer. Et puis, c'est devenu un gimmick, en fait. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas les abandonner en cours de rôle, en cours de route. Et donc, j'ai continué à nourrir parce que je trouve que d'une part, ça ouvre et puis ça permet d'avoir un contrepoint, un regard extérieur. Et j'ai eu la chance de discuter un jour au téléphone avec Christian Bobin, à qui je demandais de faire la préface de Libre avant qu'il sorte. Et il m'a gentiment rappelé. euh, et il m'a dit une chose étonnante. J'étais extrêmement, enfin moi j'étais une jeune graine quoi, de la littérature. Il m'a dit votre bouquin n'a pas besoin de préface. Et parce qu'en fait, il y a une préface, c'est un monsieur un peu pontifiant, en haute forme, devant un néon qui clignote en vous disant je vais vous expliquer ce que vous allez trouver dans le livre. Et vous, dès le début, on a tendance à partir assez vite à vos côtés, naturellement. Et il me dit, vous avez pris un risque fort, c'est que vous faites des citations à la fin de vos chapitres pour répondre à votre question. Donc, j'utilise la réponse de quelqu'un d'autre. Il m'a dit, c'est très dangereux parce que on est embarqué durant une chronique sur votre barque au fil de la rivière. Et puis là, d'un seul coup, on apponte. Et puis, vous nous dites, on va aller voir Garcia Marquez, on va aller voir Goffet, on va aller voir Bobin. On va chez eux, quoi. Et il me dit, ça, c'est un risque important parce que vous cassez complètement le rythme, votre histoire, le style et tout ça. Et il me dit, je dois vous dire un truc, c'est que vous avez plutôt bien réussi. C'est qu'en fait, j'ai plus l'impression que c'est nous qui embarquons dans la barque avec les lecteurs et on va parler à leur côté au fil de la rivière. Et ça, pour moi, c'était le plus beau compliment que je puisse avoir. Je pouvais arrêter d'écrire ce jour-là, vous voyez. Ouais. Bon, j'ai pas arrêté.
Ouais, bah, c'est un très beau passage, effectivement, dans Libre, quand vous relatez, effectivement, votre surprise, hein, quand le téléphone sonne et que c'est Christian Bobin. Alors, si on a quelques secondes, en fait, là aussi, il y a eu un autre clin d'œil, parce que figurez-vous que nous, on est une toute jeune librairie, hein, on a 19 mois d'existence, et il nous est arrivé quelque chose de troublant avec Christian Bobin, qui nous a, nous, beaucoup touchés en quelques secondes. Ah oui. On avait ouvert en juin 2021, et durant l'été, de temps en temps, on a un petit chevalet sur lequel on met des citations d'auteurs. Quand on n'a pas d'activité à annoncer, on met une citation. Et un matin, on avait mis une très belle citation de Christian Bobin sur les livres et les librairies. Et puis voilà, on avait oublié, parce que voilà, c'est un auteur qu'on lit, qu'on adore, dont on regrette bien entendu la disparition. Et puis, quelques mois plus tard, en décembre, la librairie est pleine, on est à quelques jours de Noël, il y a plein de gens, et il y a une personne qui vient avec une enveloppe et qui nous dit, voilà, il y a beaucoup de monde, mais vous prendrez le temps de le lire, c'est de la part de Christian Bobin. Génial. Surprise. Et en fait, figurez-vous qu'un ami à lui était passé dans Saint-Gaudens, avait vu cette citation, avait pris en photo, et il a eu l'élégance de nous contacter, de nous faire une lettre manuscrite pour nous remercier et de nous dédicacer un livre. Voilà, ben, c'est la même expérience que vous, c'est-à-dire que là, vous rencontrez un immense auteur et qui était en même temps un homme d'une humanité et d'une classe folle. Voilà, on a la même admiration que vous pour cet homme. Voilà. Alors, juste une petite chose, comme l'a dit Christelle, c'est vrai que moi je trouve que ça ajoute à votre récit, ces citations, ces réflexions. Par ailleurs, effectivement, dans Libre, vous décrivez un premier voyage dans l'Océanie et puis l'Amérique du Sud, et puis ensuite, c'est dans Vivant un voyage en Afrique et différents pays. Alors, ce qui est vrai, chronique d'Afrique, et ce qui est vraiment marquant dans vos livres, c'est que vous avez un regard sur le monde, sur les hommes et les femmes que vous rencontrez, et vous avez une capacité d'émerveillement face à la beauté et que vous partagez aussi. Christelle a mentionné les photos, bien entendu, et on encourage aussi les personnes, vos lectrices et lecteurs, à aller voir vos photos parce qu'elles sont magnifiques. Mais également, moi, ce que je trouve très, très intéressant dans votre récit, c'est que vous avez en même temps un témoignage assez franc et lucide sur les contrées que vous traversez. Et vous n'hésitez pas non plus à mettre le doigt sur des maux sociaux ou environnementaux, et voire même des pays qui ne fonctionnent pas bien ou des villes. Je pense par exemple, quand vous parlez de Valparaiso, qui pour tout voyageur est un mot qui vous fait rêver immédiatement. Enfin, je veux dire, vous prononcez Valparaiso et vous êtes parti. Et ben vous, Il y a encore du Neruda derrière. Exactement. Et vous dites oui, mais Valparaiso, attention, c'est pas le rêve qu'on vous vend. Il y a une situation sociale difficile. C'est une ville qui est vraiment dangereuse. Voilà. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant. Alors, vous qui voyagez depuis 5 ans, vous avez conscience déjà de nous apporter effectivement des nouvelles du monde. Et je serais tenté de vous dire, alors, comment va le monde pour vous? C'est une très bonne question. Alors, on a peu de temps, donc Oui. il va pas bien. Il va pas bien et le monde est un village. Et dans le village, le village entier ne va pas bien. Alors, c'est un village qui est mondialisé, c'est-à-dire que globalement, ça y est, ils ont tous les mêmes marques, ils ont tous le même rêve de vivre comme des Américains, ce qui nous coûterait 5 planètes quand même, en termes d'hyperconsommation et de ressources. Et je vois la malbouffe progresser absolument partout, se répandre, c'est-à-dire tuer les racines culinaires et la gastronomie de chaque pays. Je vois l'obésité dans chaque pays que je traverse. Là, je viens de débarquer à Santiago, qui est la capitale du Chili, et ça faisait 3 ans que j'étais pas là. Ça s'arrange pas, quoi. Il y a vraiment c'est même plus du surpoids, vraiment, voilà. Et puis, je vois une absence totale de conscience écologique en Afrique et en Amérique latine. Je suis très, très connecté aujourd'hui et très, très au fait de tous les problèmes écologiques, climatiques, etc. Et j'ai d'ailleurs moi-même un projet qui me titille, que je vais certainement faire en Uruguay. Et c'est
essayer de sauver la planète à ma manière, en déficelant l'entrepreneur que j'avais pris soin de ficeler au pied d'un arbre comme le barde à la fin des albums d'Astérix pour qu'il ne gêne pas le festin. Bon, ben voilà, je ne me refais pas. Il y a l'entrepreneur qui a besoin de bouger et je vais essayer de concilier ma vie d'écrivain et ma vie d'entrepreneur. Mais non, le monde ne va pas bien parce qu'en fait, on est en train de le saborder, le sagouiner, mais d'une manière mais folle. Je reviens de 2 mois et demi de Bolivie. C'est un des 4 plus beaux pays que j'ai vu, la Bolivie. Je vous encourage à y aller. Simplement, ils vivent comme des porcs, c'est-à-dire que globalement, je suivais en moto des bus, mais c'est presque quotidien. Et vous voyez les bouteilles de 2 litres de Coca-Cola vides, plastiques, qui passent par-dessus les portes, par-dessus les fenêtres. Tout, ils balancent tout. Tout est une énorme décharge en Bolivie. Voilà. Et donc, ça, plus la déforestation mais galopante qu'il y a eu au Brésil avec l'ère, notamment Bolsonaro, ça a tendance un peu à s'arranger, mais enfin, avant qu'on aille empêcher les types qui sont au fin fond de la forêt, bon, on ne peut pas envoyer l'armée partout. On a déforesté quand même, on a tué 26% de l'Amazonie, qui est notre poumon commun. Voilà, et donc, voilà, et puis ce rêve de l'hyperconsommation, alors qui m'est très étranger maintenant, des dernières choses à la mode, des gros véhicules, des gros 4x4. Je ne peux plus voir maintenant sur la route les Toyota Hilux, ils ont tous ça, enfin les Toyota Hilux blancs, là, c'est la Tesla du Nord, vous voyez, c'est le truc qui permet de faire de la piste, mais c'est extrêmement vorace, ça consomme, et voilà, et donc le monde va mal, et le monde, c'est notre planète, et elle est toute petite, notre planète, et elle est très, très fragile, et elle est extrêmement généreuse, et voilà, et donc… et alors, au milieu de tout ça, il y a des rencontres individuelles. C'est vrai que j'ai du mal maintenant avec le collectif, avec l'humain en collectif. Par contre, au niveau individuel, bah, chacun a une richesse, a des histoires à raconter, a un passé. Et moi, je vois tous les jours des gens adorables qui m'hébergent, qui m'accueillent, qui viennent me filer des coups de main. Là, j'avais une moto qui est pas très en forme. J'ai osé traverser les Andes en priant à chaque mètre qu'elle me laisse pas parce que j'avais aucun réseau téléphone, etc. Bon, elle a fait le job. Maintenant, elle est chez le docteur. Elle est en train de se réparer. Mais j'ai croisé plein de gens qui m'ont voilà, soutenu, aidé, qui me demandaient, mais ah bon, tu voyages depuis combien de temps? Alors, dès que vous dites 5 ans, ça commence à étonner. Et voilà. Et donc, alors les gens vont bien et le monde va mal, pour faire une pirouette. Ouais, c'est intéressant. Merci. Oui, merci. Alors, on va revenir un peu sur vos questionnements, parce qu'il y a quand même des questionnements récurrents, et notamment autour en fait du moins qui serait le mieux. C'est un peu ou carrément votre mantra aujourd'hui, hein, vous l'avez expliqué, finalement, vous êtes dépouillé, enfin délesté de tout ce que vous aviez. Et alors peut-être une première question, est-ce que vous êtes un homme heureux aujourd'hui? Écoutez, je pense que je suis l'homme le plus heureux de la planète. Non, je le dis sans flagornerie. Et j'ai été heureux dès le premier jour avec un peu d'inquiétude, c'est-à-dire que se délester de tout et se mettre les fesses dans un avion en se disant je ne sais pas où je vais et pendant combien de temps, c'est quand même réécrire sa vie sur une page blanche, et notamment dans des pays où vous avez perdu votre notoriété, vos relations, plus personne ne vous attend, vous parlez plus ou moins la langue, enfin voilà. Donc il y avait quand même des paris un petit peu chauds, mais franchement, j'ai qu'un seul regret. Pourquoi je n'ai pas commencé avant? On tarde trop à faire les choses. Mais ça revient de temps en temps, hein, notamment là en Afrique, enfin dans les pays que vous avez traversés, de mémoire à 2 ou 3 reprises, vous rencontrez de très jeunes voyageurs Oui, en solitaire comme vous, et on note à vos phrases, en fait, mais vraiment enfin, l'admiration que vous avez pour à bien chaque sûr. fois ces 2 gamins, parce que je crois qu'ils ont à peine 20 ans Ah que ouais, vous 18 ans. Ouais. rencontrez.
Et en 4x4 et en solo en Afrique pendant des mois. Ah, franchement. Pendant des mois, ouais, tout à fait. Et alors, je voulais juste lire, si vous le permettez, une phrase voilà, sur laquelle j'aimerais avoir. Je vous coupe une seconde, une petite seconde, parce que je pense à un ami qui, notamment dans les 2 premières années de mon tour du monde, m'appelait à peu près tous les mois. Il me disait: Fred, j'ai lu tes chroniques, bon, ok, super, enfin, c'est merveilleux. Puis au début, j'étais dans un peu le ravi de la crèche, hein, j'étais épaté par ma nouvelle vie. Bon, maintenant, je suis un vieux routier. Et à chaque fois, il m'appelait: mais moi, je veux savoir tes doutes, tes moments d'angoisse, tes peurs, tes galères. Enfin, c'est ça qui m'intéresse derrière, voilà. Et alors, à chaque fois, j'étais de plus en plus angoissé parce que je me dis: il va m'appeler, il faut que je lui trouve des trucs qui vont pas bien, quoi. Mais j'étais presque prêt à lui inventer des choses. Et un jour, j'avais un coup de mou qui a duré 24 heures. Après une bonne nuit de sommeil, ça allait. Et c'était à Quito, en Équateur. Et il m'appelle. Et je lui dis: mais tu sais, très sincèrement, Olivier, les moments où je ne vais pas bien, c'est 2% de mon temps. Voilà, et encore, c'est à cause d'un énervement parce qu'il y a eu des galères mécaniques ou mon moteur a explosé ou j'ai eu un accident dans l'Atacama. Et ça fait partie des 2%. Le reste du temps, je suis émerveillé par la planète, par l'humain, par la beauté du monde. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et ça, vous le partagez très bien. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, on a vraiment le sentiment que c'est un récit sincère. C'est-à-dire, vous vous émerveillez, et puis de temps en temps, effectivement, l'Atacama, bah, vous dites, oui, ma moto est retournée, je vais sur le bord de la route, et il y a 30 crétins qui ne s'arrêtent pas alors que ma vie est en danger. Mais le 31e s'arrête, et c'est une belle expérience. Ouais. Alors, je n'ai pas dit crétins, j'ai dit que ce sont les mêmes qui vont à l'église le dimanche en jurant qu'ils vont aider leurs prochains. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais compris. Ouais, vous voyez, moi j'avais lu crétin, mais enfin, effectivement. C'est un raccourci. Mais justement, en fait, il y a une phrase vraiment que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup plu dans Vivant. C'est donc je lis, hein, elle est courte, mais c'est vous écrivez voilà, je voulais du vide, du lent, du silence et du naturel. 4 ingrédients vitaux qui étaient désormais incompatibles avec la vie moderne. Donc, vous confirmez? Oui, je crois que c'est ça, oui, on apprend. Enfin, vous savez, au bout de 5 ans, c'est un vrai voyage. C'est pas 4 jours pour visiter un pays en disant: tiens, j'ai fait l'Égypte. Donc, c'est un mode de vie. C'est que moi, j'ai plus l'impression de voyager. Je suis nomade. Je dis à tout le monde, je suis gitan et je n'ai plus de maison. Donc, et je n'ai plus. Mes amis en France qui me disent: quand est-ce que tu reviens? Je lui dis: mais revenir, je ne comprends pas le mot. Voilà, c'est une terre qui est ronde et je vais continuer de tourner. Et, et donc, oui, et on apprend à vivre plus lentement, on apprend à s'émerveiller de petites choses. Et quand on parlait du minimalisme, ce n'est pas une philosophie que j'ai, c'est juste que j'ai tout balancé et je me suis aperçu en offrant 20 cartons énormes de fringues, de costumes que je ne mettais plus depuis, à des associations de théâtre, à des jeunes qui n'avaient pas l'argent pour s'acheter des costumes en disant: bah, voilà, plein de trucs pour vous déguiser. Ils étaient ravis. Et quand j'ai vu le camion partir, je me suis dit: oh là là, waouh, c'est génial, quoi. Enfin, et plus on s'allège, je vous engage à tous à faire l'expérience. Offrez, donnez, allégez-vous et la joie arrive. Enfin, le vide qui était comblé par de la matière, il se remplit de plein d'autres choses, quoi, par des émotions. Ouais. Alors, une question quand même pour aussi toutes les personnes qui nous regardent et peut-être pour qui nous écoutent et pour donner envie. Voilà, on souhaitait, alors même si l'exercice est peut-être difficile, parce qu'effectivement, ça faisait, maintenant ça fait encore un peu plus, mais 1452 jours, hein, je crois. Alors maintenant, ça doit faire un petit peu 1500 plus. et des poussières, oui. Voilà, donc bon, voilà, ça commence effectivement à être une sacrée et belle tranche de vie. Est-ce que vous pourriez nous raconter quand même une aventure ou une expérience vraiment particulièrement marquante et pourquoi? C'est dur, c'est difficile comme question. Oui, je vais essayer de faire court parce que ça finit mon premier livre qui s'appelle Vivant. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que l'amour, quoi. Et un jour, je me suis arrêté. Donc, je venais d'acheter la moto. Je pars
de Lima après être resté une quinzaine de jours, avoir réglé des problèmes. Et je prends la Transamericana, qui elle-même est aussi une vaste poubelle jonchée de détritus sur tous les côtés. Et je m'arrête dans une petite ville qui s'appelle Pisco, sur le bord du Pacifique. Et donc, je dors dans un Airbnb. La patronne n'avait pas vu que j'avais fait la réservation 40 minutes après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle partait, elle avait un café en centre-ville. Elle me dit Mi casa es tu casa, choisis la chambre que tu veux, tu es le seul client. Voilà, et j'ai un café. Voilà. Bon. Après, je vais faire des courses en centre-ville et puis il se trouve que je tombe sur son café et je prends un pot avec elle et puis on se met à discuter 1 heure, 2 heures et elle me raconte sa vie. Une vie assez folle où elle a tout abandonné pour suivre un homme. Elle s'est aperçue que cet homme était incroyablement drogué, volait dans son portefeuille, etc. Donc, elle a pris ses 2 jeunes enfants sous le bras et puis elle est allée vivre à Orlando et elle a fait sa vie pendant 18 à 20 ans. Elle a cumulé 4 jobs en tant que latino. Hein. Au début, elle n'était pas officielle, elle n'avait pas de papier. Donc, elle nettoyait les restaurants, elle gardait des enfants, etc. Elle travaillait de 6 heures du matin à 1 heure du matin. Et puis, quand ses enfants étaient grands, au moment où j'écris le livre, sa fille avait 26 ans, elle était architecte à New York, elle avait brillamment réussi. Et puis, son fils était financier à Orlando. Et là, elle se dit, moi, j'aime pas les gringos, les Nord-Américains, je repars au Pérou. Et après avoir sacrifié toute sa vie. Et puis, donc, on discute, et je lui dis, mais pourquoi Pisco? C'est une ville qui n'a absolument aucun intérêt, qui est vraiment absolument laide. Enfin, voilà. Et elle me dit, parce qu'il y a mi papa et mi mama. Alors, les latinos sont amusants, parce que même un président de la République ne dit jamais mi padre ou mi madre, mon père, ma mère. Ils disent toujours mi papa ou mi mama. Il y a un côté extrêmement tendre et enfantin. Et donc, elle me dit, parce que je suis venu m'occuper de mon père qui a 85 ans, etc. Et je lui pose la question au bout vers 2 heures du matin, on était en train de descendre une bonne bouteille de vin. Et je lui dis, mais formidable, Béatrice, mais quand est-ce que Béatrice commence sa vie? Là, tu as passé 40 ans à te sacrifier pour tes enfants. Alors, tu as fait une vie incroyable, mais quand est-ce que tu vas penser à toi et à vivre? Et puis, je commence à lui raconter un peu mon expérience, mon départ, que j'avais à peu près tout largué et que j'étais vraiment extrêmement heureux, libre, éminemment libre, et que voilà, j'avais une vie très excitante. Et là, elle me dit, enfin, je ne savais pas que je venais de lui poser une graine de changement dans sa tête. Et de fil en aiguille, il s'est avéré qu'on s'est retrouvés quelques mois plus tard, un peu poussé aussi par ses enfants qui avaient imaginé qu'il y avait une histoire d'amour, alors que ce n'était pas du tout le cas quand on en parlait. Et on s'est retrouvés. Il y a eu effectivement une très jolie histoire d'amour qui a mené jusqu'au Covid à un confinement pendant 3 mois en Patagonie. On a vécu, voilà, le livre finit par ça. Tout est absolument exact dans le livre, jusqu'au moment où on a pris la décision de repartir parce que ça n'avait plus de sens d'être en Argentine isolé. Tous les étrangers, les touristes étaient déjà partis depuis des mois. On a pris la décision de partir chacun de notre côté. Et ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que j'ai découvert qu'en fait, ma vocation principale dans ce tour du monde, c'est arrivé une dizaine de fois, c'est que j'ai inspiré des gens. J'ai été un élément déclencheur et par mon exemple, ils ont eux-mêmes changé de vie ou ils ont osé entreprendre des choses qu'ils n'osaient pas. Parce qu'on peut rester longtemps autour d'une piscine à demander à tout le monde si c'est profond, si l'eau est chaude, etc. Mais tant qu'on ne saute pas dedans, on ne change pas. Et voilà, et je pense qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète. Moi, le voyage, c'est mon kiff et c'était peut-être mon… En plus, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, alors j'ai les fourmis dans les jambes en permanence. C'est le voyage, tout astrologue vous le dira. Mais je pense qu'on peut, comme disait Cicéron, quand tu as une bibliothèque, et je parle à des libraires, quand tu as une bibliothèque et un jardin, tu as tout. Ben voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de partir. Et Bobin, par exemple, disait, il avait déménagé, il est allé s'installer à 500 mètres de là où il était, où il est né, à un moment donné. Et il a dit, voilà, 52 ans de vie pour faire 500 mètres. Ouais, on n'a pas besoin de bouger, d'avoir la bougeotte comme moi. Mais c'est une histoire, voilà. Disons que l'amour est un beau révélateur aussi du voyage. Voilà, et finalement, le bouquin se termine sur un truc extrêmement symbolique parce que de plus en plus, je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent. Ne mettons pas des mots sacrés dessus, mais je crois à des signes forts.
Et ce jour-là, on a pris le taxi ensemble, on a passé la dernière nuit ensemble, on est allé, donc nos deux vols étaient le même jour à 45 minutes d'écart. Et dans le grand aéroport international de Buenos Aires, ce jour-là, il n'y avait que 2 vols, parce que c'était post-Covid, 2 vols qui partaient, un pour Lima et un pour Barcelone, je rejoignais Paris après. Et nous sommes partis, les portes étaient là, 45 et 47. Donc, je trouve que c'était… et son avion a eu un problème technique. C'est moi, du coup, qui suis parti le premier. Et elle a vu mon avion partir, décoller dans les airs. Je trouve que c'était une belle manière de finir voilà, un enseignement du voyage. Et vous le rendez de façon très, très émouvante dans le livre, hein. C'est vrai que le livre se termine sur ça et c'est vraiment… et on ressent. Et vous arrivez vraiment à montrer effectivement le cheminement qui l'amène à changer, en fait, hein. Ouais, tout à fait. C'est une très belle chose. Alors, je sais pas, il nous reste encore quelques minutes. Oui, il va falloir… parce qu'il y a 2 questions, mais après, il ne faudrait pas qu'on me dépasse, donc je vous laisse finir. Déjà, mais ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Mais Frédéric, Oui. c'est très bavard, en fait. Ouais, bah ouais, bah on Moi, a je plein suis déjà à vous écouter, mais il faut vous lire aussi parce que ce que vous parlez, comme vous écrivez, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Et puis j'engage les gens. J'ai mis la référence de votre site parce qu'il faut absolument y aller. Le dernier billet date du 4 mars et il est très drôle, j'ai envie de dire. Oui, il faut le lire jusqu'au bout. Faut le lire jusqu'au bout. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que vous avez quand même beaucoup d'humour, beaucoup de recul. Et c'est vrai qu'on sourit quand même assez souvent aussi en vous lisant. Et alors, quand même, si une petite curiosité ou une petite anecdote, parce que souvent, en fait, vous relatez des courriers, enfin, en tout cas, au moins à 2 reprises. Et donc, il y a cette lettre de cette dame, quand même, du Jura, d'un certain âge, cette Colette. Et alors, moi, ma curiosité, parce que vous écrivez dans le livre que dès que vous rentrez, vous indiquez que vous souhaitiez aller la voir. Et est-ce que vous êtes allé la voir? Ah, mais là, c'est comme ça que finit le bouquin. Il finit notamment par un QR code. Et quand on l'actionne, on rencontre Colette. Et Ah, donc, j'ai pas fait tous les QR codes, voilà. Et voilà. Et c'est là, à la fin du livre, où vous sortez du livre et vous allez lire une chronique qui est inédite, qui est ma rencontre avec Colette. Bonne Ben question. voilà. Eh ben, super. Mais il y en a Pas tellement de préparé en QR plus, codes. bravo. Mais Christelle, je vous engage à aller faire tous les QR codes parce que je l'ai fait. Voilà, nous, on n'a pas fait tout. Génial. On n'a pas tout fait. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, Oui, puis il y en ça a fait beaucoup. quand même, ça fait très, très envie. Avant que j'oublie Christophe, il y a un petit coucou de Regina. Voilà, j'ai passé le message personnel. Je pense que vous savez qui c'est. Moi, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, je vous passe le coucou de Regina. Il y a une question qui revient un peu partout, et c'est Carole qui la formule plus exactement. Est-ce que vous aviez beaucoup d'argent pour partir? Est-ce que partir voyager, c'est lié à l'argent ou pas du tout? C'est l'aventure qui vous… Alors, moi, je suis assez transparent sur les choses. Très sincèrement, ce n'est pas une question d'argent. Tous les gens voilà, que je croise, qui sont plutôt de la catégorie je n'ose rien faire et je le ferai un jour, s'imaginent qu'on est milliardaire ou millionnaire quand on est chef d'entreprise. J'ai vendu ma boîte, je l'ai vendue, elle était en difficulté. Ce n'était pas du tout ce que j'en attendais. Mais globalement, si vous voulez, je croise tous les jours des jeunes de 20 ans, des familles, en individuel, qui voyagent et qui ont vendu un restaurant, qui ont fait des économies pendant 3 ans, etc. et qui osent partir, si on relie ça par rapport au voyage. Et un changement de vie, si on attend d'être millionnaire pour changer de vie, ça se saurait, quoi, hein. D'ailleurs, la preuve, les milliardaires ne changent pas de vie, ils continuent de gagner de l'argent. Donc c'est une mauvaise façon de changer de vie. Mais globalement, moi, si vous voulez, je me suis donné un budget qui est assez confortable parce que, à 50 ans, on ne voyage plus exactement comme on a 20 ans. Et puis, je pouvais me le permettre. Mais plutôt que de me payer un 30 mètres carrés à Paris, ce qui n'avait pas de sens pour moi, ou 2 places de parking, c'est à peu près l'argent que j'ai mis dans mon budget. Voilà. Et donc, j'ai décidé pour la première fois d'investir dans la plus jolie start-up de ma vie. Ça c'est mavie.com. Bien. Jean-Michel remarque que vous lisez beaucoup. Combien avez-vous de livres dans votre sac et comment trouvez-vous les livres que vous avez dans votre sac? Est-ce que vous les avez pris avant ou vous les achetez sur place? Alors, j'ai acheté un Kindle, là, enfin, un truc j'ai du mal. Attention, ne dis pas le mot qui fâche. Non, j'ai du mal. Et j'avoue que je vais vous faire une confidence, c'est que je lis de moins en moins, beaucoup moins qu'avant. Je voyage
100 livres. Alors là, on m'en a livré un de quasiment 2-3 kilos sur une moto. Et quand on voyage, c'est très, très lourd. C'est Dieu, c'est l'histoire de Dieu là, sur les preuves scientifiques. J'ai oublié. C'est un des frères Bolloré qui a écrit ça. Son grand frère, je crois, parce que je prépare un livre sur un autre thème que le voyage et je voulais me documenter, mais franchement, je vais m'en séparer. Et donc, et le problème c'est que plus je lis, en moins d'une page, j'ai une idée et ça me fait écrire. C'est-à-dire qu'en fait, lire un autre auteur, ça m'ouvre à une idée, à une inspiration, ça fait venir l'inspiration. Et du coup, l'écrivain pousse le lecteur en disant ouais, ça va, mets-toi de côté, j'ai un truc à écrire. Et je me mets à écrire. Donc, comme lecteur, est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture, Christophe? Alors là, j'avoue que j'ai vécu. Mmh. Et puis évidemment, tous les livres de Christian Bobin, Guy Goffet. Et pour les gens, alors je m'adresse à un public de lecteurs, mais je vous engage aussi, peut-être pour ceux qui ont Netflix ou c'est peut-être trouvable autrement, à regarder un documentaire qui va vous enthousiasmer, qui s'appelle Kiss the Ground, Embrasser la Terre, et vous comprendrez tout de mes nouveaux rêves d'entrepreneur et de la manière dont on peut sauver cette merveilleuse planète. Voilà. On a Christophe qui est revenu. Est-ce qu'il a un conseil de lecture à nous faire en tant qu'éditeur et auteur? Christophe, il a un conseil? Ouais, moi j'en ai toujours plein. Moi, découvrir un auteur que beaucoup sans doute connaissent, mais moi qui me ravit depuis des années, c'est un auteur, c'est pas un livre, c'est un auteur, c'est Arturo Pérez Reverte, qui est un auteur qui a fait des livres extrêmement variés d'un l'un à l'autre. Parfois, c'est des livres très graves, parfois, c'est des sortes de blagues. C'est très sympa. Mais c'est vraiment un écrivain qui me ravit énormément. Et, voilà. Et puis, voilà, je donnerais ça comme auteur. Et puis, sinon, si vous voulez un livre exceptionnel, mais c'est American Dirt de Jane Cummins d'il y a quelques années. D'accord. Nos amis libraires, Christelle, Sylvain, un conseil de lecture? Évidemment, vivant, hein, Ça, c'est incontournable. Voilà, et quand même, moi, un livre récent et une auteure récente, parce qu'on est quand même le 8 mars, alors je souhaitais quand même un petit clin d'œil vers une auteure, et un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti en début d'année, qui s'appelle Les Mangeurs de nuit, de Marie Charelle, et qui voilà, nous embarque, elle, en Colombie-Britannique, sur voilà, quelques décennies entre la Première Guerre mondiale et Pearl Harbor, et quelques années après Pearl Harbor, et où on découvre une histoire du Canada, pas très glorieuse vis-à-vis des Japonais. Un livre vraiment formidable. Moi, il est là, le mien, le voilà. Oui, bah oui, bien J'en entendu. profite puisque nous avons l'auteur. Bien Donc entendu. voilà, c'est L'Armée d'Edward, qui est paru l'année dernière chez Robert Laffont. Ne passez pas à côté de ce livre. Frédéric, vous l'avez lu, ce livre, j'imagine? J'ai même eu la chance de recevoir un PDF avant même que, voilà. Alors, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous le pitcher en 1 minute? Eh ben, c'est très intéressant parce que c'est un livre d'avenir. C'est un livre qui raconte, à mon avis, les prochains mois ou les prochaines années de ce qui va se passer dans ce monde, de ce monde qui ne veut pas regarder la réalité en face de cette planète en train de mourir. Et voilà, je trouve que c'est une belle antidote. Il a rédigé, comme un bon docteur, docteur Anus, il a rédigé une ordonnance de ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte qu'à un moment donné, on réagisse. C'est pas mal. Vous êtes content du Ouais, très résumé, bien. hein, Très En bien, tout cas, très bien. là, vous avez 3 libraires et les 3 libraires sont unanimes sur. Ah oui, entièrement d'accord. sur Christophe les- était venu nous le présenter à la librairie. Et juste un petit message, la suite est très, très attendue, hein. Nous, il y a vraiment des gens qui nous demandent quasi chaque mois, est-ce que vous avez des nouvelles? Mais vraiment entièrement d'accord. C'est un livre exceptionnel. Et puis Alors, après, il y a quand même voilà, les deux. Allez-y, parce que là, franchement, vous allez voyager à travers les mots de Frédéric. Flashez les QR codes parce Ouais. que vous allez voir en image ce qu'il nous raconte. Et puis, vous verrez Colette, Je surtout. vais juste vous dire un mot sur ces 2 livres parce qu'on travaille avec ma femme dessus. Ma femme fait toutes les corrections, elle fait les relectures. Et c'est des gros livres, hein. Enfin, il y a beaucoup à lire. Et quand elle passait, elle fait 3-4 lectures. Et à la fin, elle était à côté, le bureau à côté de moi. Et je la vois parfois en corrigeant, elle riait, elle pleurait. Et c'était incroyable. Et à la fin,
à un moment, je la vois qui s'arrête, qui regarde son écran et qui dit rien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai fini, je suis triste parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on aura un aussi bon texte. Voilà, donc j'encourage tout le monde à lire ce texte, ces 2 textes. Ouais. Oui, vraiment, vraiment. On est tous Merci, d'accord. merci, ça me touche. Donc là, vous êtes, Je vais être obligé de continuer. donc là, vous êtes au Chili, mais vous allez partir vers où là? Vous restez encore un peu au Chili? En fait, j'ai une vie un peu absurde parce que derrière les beaux mots, j'étais en Argentine, j'ai un problème de piston, de moteur qui commence à devenir un peu, qui fait quand même du bruit. J'ai l'impression de rouler sur des boîtes en plastique, donc ça fait un bruit curieux. Et en fait, l'Argentine est dans une telle panade économique qu'ils n'ont pas les pièces détachées, donc ça ne sert à rien de démonter le moteur pour regarder ce qui se passe. Et donc, ils m'ont tous dit, faut que tu traverses les Andes et que tu ailles la réparer à Santiago du Chili. C'est comme si vous étiez en panne à Bruxelles et on vous dit, va à Vienne en Autriche, il va te la réparer sympa. Vous voyez, pour se rendre compte un peu, dans un seul coup, c'est quelques 500 km pour aller faire réparer sa moto. Et après, je repars en Argentine. Et j'ai des projets en Uruguay au mois d'avril pour valider mon projet entrepreneurial et un petit retour en France où j'aurai le plaisir d'aller visiter mon chauffeur personnel qui m'emmènera à Saint-Gaudens, c'est partout là. Avec plaisir, frère, on t'attend avec une bonne bouteille. C'est parfait. En tout cas, on vous souhaite donc une bonne journée, Frédéric, parce que vous, il doit être 15h, bientôt 16h, je ne sais pas. Ouais, voilà. Un grand merci, Christophe, d'avoir été là avec nous aussi. Merci Nathalie. Un grand merci à Christelle. Merci Christelle allez et les Sylvain. voir à Saint-Gaudens. À la librairie L'Indépendante, c'est des vrais libraires. Maintenant, ils ont changé. Ouais, vous êtes des bons libraires. Ils sont sympas. Allez-y, allez dans cette librairie. Moi, je vous remettrai toutes les références qui ont été données et surtout le site de Frédéric et le site de Christophe aussi, parce que vous pouvez recevoir tous les lundis une photo de la mer inédite. Ça, j'en ai pas parlé, mais je vais vous remettre tout ça par écrit. Et un texte. Un texte et une photo liée à la mer tous les lundis, ça vaut le coup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous.